Donc bonjour à tous. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer cette conférence. Donc aujourd'hui, on accueille Paul Langeois, qui est co-directeur du Festival Beauregard, si je ne dis pas de bêtises, et directeur du BBC à Hérouville. Donc je vais laisser vous présenter en premier lieu. Alors, que rajouter? Oui, ça fait à peu près depuis l'âge de 18 ans que je suis dans l'événementiel. J'ai commencé avec une structure associative pour faire des concerts sur l'agglomération, parce que au début des années 90, il n'y avait pas grand-chose sur Caen, et donc les lieux de diffusion pour faire des concerts n'étaient pas forcément les lieux que vous connaissez maintenant, mais on essayait quand même d'animer déjà la ville en faisant venir des groupes, que ce soit dans des MJC, dans des salles des fêtes, voilà. Et puis j'ai pris la direction du Big Band Café en 1999, donc ça fait 20 ans maintenant. Je me fais vraiment vieux, c'est atroce de dire ça, mais effectivement, ça fait 20 ans. Et j'ai lancé le Festival Beauregard, la première édition, en 2009. Voilà, donc on parlera sûrement après un peu plus en détail de tout ça. Donc vous avez toujours plus ou moins organisé des concerts dans votre parcours professionnel. Quel est votre parcours par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des échecs, des hauts, des bas, sûrement peut-être au début quelques échecs? Alors il y a des échecs, mais je dirais même qu'il en faut des échecs pour se construire. C'est un échec quand on le subit, mais avec le recul, c'est aussi des choses qui m'ont pas mal construit. Donc bien sûr, si un jour vous allez dans l'événementiel, vous en vivrez obligatoirement des échecs, et ce sera très difficile à vivre, mais vous verrez que c'est de ces échecs qu'on apprend beaucoup de choses. Moi j'ai un parcours plutôt, enfin pas plutôt, totalement autodidacte, puisque j'ai arrêté mes études juste après le lycée, et j'ai monté ma structure, et en même temps à l'époque on devait faire l'armée, et à l'époque on avait deux choix: soit on faisait l'armée, soit on était objecteur de conscience. Objecteur de conscience, ça voulait dire qu'on refusait de porter l'arme. Mais par contre, on avait 2 ans de travail dans une structure. Donc j'ai travaillé, alors je pense qu'il y en a qui doivent connaître, au CRDP, au Campus 1, pendant 2 ans. Et par contre, on est payé comme un militaire qui fait son service militaire. Donc pendant 2 ans, je crois à l'époque, ça devait être 500 francs. Mais ça m'a laissé du temps pour monter ma structure associative et commencer à faire des concerts. Et après, j'ai tout appris. Voilà, en montant mon assos, j'ai appris à faire de la comptabilité, j'ai appris à faire de la communication, j'ai appris en fait tous les métiers qui nous servent quand on organise un événement, jusqu'à l'affichage, le collage à l'extérieur avec son seau de colle sur les trottoirs de Caen et tout ça. J'ai la technique, la régie. Au début, quand on n'a pas les moyens d'embaucher, on apprend. Et c'est vrai que j'ai vraiment un parcours comme ça, et jusqu'à l'arrivée en tant que directeur d'une salle, où j'ai aussi appris à faire toute la partie dossier de subvention, travailler avec les collectivités, travailler avec les politiques. Ça, c'était quelque chose de très nouveau pour moi en 99, et j'ai également appris un peu sur le tas, puisque à l'époque, il n'y avait pas de formation. En fait, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école de management, il n'y avait pas de formation spécifique pour devenir administrateur de lieux culturels, ou tout ça, tout ce qu'on a maintenant. Donc en fait, mon parcours, je pense que serait assez difficile à refaire maintenant, puisqu'on demanderait au minimum une formation, une grosse formation. Donc c'est par passion que vous avez commencé dans ce secteur de concert, de mise en place de musicale, etc. Oui, totalement. Alors j'étais dans un groupe de musique, et j'aimais bien sûr beaucoup la musique, et dans mon groupe, personne ne s'occupait du groupe, donc il fallait trouver des concerts, et c'est moi qui m'y attelais à appeler les bars, les lieux, etc., pour essayer de faire jouer mon groupe là-dedans. Et donc j'ai appris ça comme ça déjà à la base, juste par rapport à mon groupe. Et oui, effectivement, c'était une passion, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de trimer pendant de nombreuses années sans vraiment avoir un salaire, mais juste par passion. Dernière petite question avant qu'on passe plus en profondeur sur le festival Beauregard en question. Comment rêvez-vous à gérer et le festival et le BBC
dans votre gestion? Est-ce que vous déléguez des choses? Est-ce que vous déléguez beaucoup de choses? Est-ce que vous voulez avoir la main sur certaines choses spécialement? Alors, au départ, on délègue rien parce qu'on n'a personne à qui déléguer. Même en 2009, quand j'ai lancé le festival, je me suis appuyé quand même sur mon équipe de salariés du Big Band Café. Mais j'ai beaucoup géré cette. J'ai suivi à 100% la communication. Ça ne veut pas dire que je la faisais, hein, mais que je suivais tous les dossiers, que ce soit des dossiers techniques, administratifs, comme sécuritaires, etc. Et puis, plus le festival a évolué, plus j'ai réussi à créer autour de moi une équipe sur laquelle vraiment m'appuyer. Et plus j'ai pu lâcher des dossiers. Le dossier com, honnêtement, je m'en occupe plus du tout. Le dossier sécurité, quasi plus. Et pour me recentrer sur mon vrai travail à la base, qui est directeur. Donc un directeur, c'est aussi un manager. Donc c'est manager les équipes, choisir la direction vers laquelle on veut aller, donc faire les choix. Et puis la programmation, qui est la partie peut-être la plus passionnante. Et en tout cas, si je devais choisir entre directeur ou programmateur, je garderais programmation et j'arrêterais la direction, parce que c'est vraiment le côté le plus sympa, on va dire, de mon métier, c'est ce côté programmation. Donc maintenant, quand même, Beauregard, on est une équipe depuis l'année dernière, depuis 2 ans maintenant. J'ai un chargé de prod, j'ai un chargé de com, j'ai quelqu'un à la presse digitale, à la com digitale, j'ai quelqu'un au partenariat. Donc j'ai 4 salariés à plein temps, plus après moi et la co-directrice. La co-directrice est régisseuse du festival. Plus après, les salariés du Big Band Café. Une grande partie des salariés du Big Band Café ont également une casquette festival. Et plus on va vers le festival, plus on monte en salariés, en intermittents, etc. Puisque pendant le festival, on se retrouve à peu près à 2500 personnes à travailler sur l'événement. Donc je reprends la main un petit peu. Du coup, ça fait déjà 10 ans. Mais comment c'est venu au départ ? Notamment, est-ce que c'était un projet qui est venu sur le long terme, puisque ça faisait du coup déjà 10 ans au Big Band Café? Est-ce que c'était un souhait de progresser petit à petit vers ça? Et surtout, je pense, on a un nom qui est devenu mythique avec le Festival de Beauregard. Peut-être nous expliquer un petit peu aussi le choix du site en premier lieu, qui est resté le même du coup depuis 10 ans, ce qui n'est pas souvent toujours le cas pour les festivals qu'on a en France. Alors, comment c'est venu? Donc, comme j'expliquais, moi, j'organisais des concerts. Après, j'ai pris la tête de la salle du Big Band Café en 99. En 2004, j'ai mené à bien l'agrandissement de la salle, puisque le BBC en 99, c'était un tout petit club de 200 places. Et puis, on a réussi à trouver le budget pour agrandir la salle et en faire une salle de 600 et un peu plus confortable pour tout le monde. Et puis moi je suis quelqu'un qui peut se lasser assez rapidement des choses, et c'est vrai que dans mon travail, à partir de 2006-2007, je commençais à regarder s'il n'y avait pas d'autres opportunités, d'autres salles dans d'autres régions, et puis comme souvent, hein, l'histoire d'un festival sur l'agglomération, c'est pas moi qui y ai pensé. Ça faisait longtemps que tout le monde y pensait dans le métier, en disant ce serait bien qu'un jour quelqu'un refasse un festival sur l'agglo. Il y en a un peu partout, mais sur l'agglo caennaise, la capitale normande, il n'y avait pas. Donc, donc un matin, tu te lèves et puis tu te dis mais pourquoi ça fait tous les ans on se pose la même question et jamais on y va. Donc voilà, il suffit que tu te lèves du bon pied un certain matin et puis tu te dis, tu décides de travailler sur ce projet-là dès en arrivant au travail. J'ai eu la chance d'être avec Claire, la régisseuse et la co-directrice dès le départ. Elle qui est vraiment sur la partie technique, c'est son métier, c'est ce qu'elle aime faire. Moi, la programmation, comme je l'ai dit, c'est ce que j'aime faire. Et puis j'avais une autre personne à mes côtés qui avait une agence de com. Et donc on s'est réunis tous les trois, on a discuté. Et puis
voilà, chacun s'est mis à travailler de son côté pour essayer de lancer le festival. Après, c'est toutes les démarches. Tu vas voir la municipalité d'Hérouville, tu vas leur proposer, tu vas essayer de trouver un peu de sous. Et puis tu vas essayer de motiver des équipes à tes côtés pour le faire. Donc voilà, ça s'est construit un peu comme ça. Et puis parce que aussi avant de lancer un événement, quel qu'il soit, hein, pas forcément un festival de musique, mais quel qu'il soit, il faut essayer de voir si, à votre avis, il y a une vraie attente du public là-dessus. Parce que s'il y avait déjà 1 ou 2 festivals sur l'agglo, peut-être que voilà, je me serais dit, c'est pas à moi de le faire, ils sont déjà lancés, j'ai pas besoin de concurrencer ou quoi que ce soit. Donc j'étais persuadé qu'il y avait un manque, que le public allait pouvoir aller répondre à ce festival. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette date-là. Le premier week-end de juillet, c'est une date où c'est les résultats du bac. Donc la plupart du temps, les lycéens, les étudiants ne sont pas encore vraiment partis en vacances, ni même les canets. Hein. On part souvent le 2e week-end ou le 3e week-end de juillet. Donc je me disais qu'étant donné que je voulais m'adresser à eux, c'était une bonne date, qu'il n'y avait pas d'autres festivals dans le coin sur ce week-end-là. Donc j'ai évité d'être en frontal avec d'autres événements. Donc tu choisis la date, le lieu, tu en parlais. Étant directeur de la scène des musiques actuelles d'Hérouville-Saint-Clair, donc c'est une SMAC, c'est un lieu labellisé, le Big Band Café. Et travaillant sur ce festival en tant que directeur du Big Band Café, je ne me voyais pas dire au maire d'Hérouville, tiens, je vais monter un festival et puis il va avoir lieu à Caen ou à Bénouville ou à Blainville. Il m'aurait dit merde. Et Hérouville, pour ceux qui connaissent un peu Hérouville, il n'y a pas grand lieu pour faire un festival de ce type sur Hérouville. Il n'y en a qu'un, c'est le château de Beauregard. Personne ne sait que le parc de Beauregard est dans le bas, il y a une ferme, etc. On ne pense pas que Hérouville, mais c'est le premier Hérouville, était à ce niveau-là. Et donc le parc de Beauregard, 1, parce qu'il est beau, 2, parce qu'il a un autre avantage, c'est qu'il a déjà beaucoup d'infrastructures. C'est-à-dire que on l'a vu, il y a le château, mais il y a d'autres endroits en dur. J'ai des douches, j'ai des sanitaires, j'ai 2 cuisines, j'ai des dortoirs, voilà. Donc toutes ces choses-là, on a obligatoirement besoin quand on organise un festival de musique. Il y avait déjà pas mal de choses en place. On n'était pas obligé de tout amener, ça coûte cher, tout. Donc au départ, j'ai juste demandé à la ville de me laisser le lieu, me prêter le lieu. Le lieu appartient 100% à la ville, ouais. Et ça s'est fait comme ça. Donc quand j'ai la première édition, 0 subvention, ni d'Hérouville, ni de la région, ni du département. Personne m'a suivi. Je suis allé chercher des partenaires privés. On en parlera peut-être un peu après sur l'économie des événements. Et donc j'ai juste eu la mise à disposition du lieu, gracieuse du lieu. Ok, mais du coup, ouais, effectivement, on reparlera un petit peu du financement un petit peu après. On commence en 2009 avec 2 jours, puis on passe à 3, puis à 4. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est parce que la programmation, au final, vous n'arriviez plus à produire ce que vous vouliez sur si peu de jours, ou parce que l'affluence, elle n'a fait que croître, hein, on part quand même de 2009 à 20 000, et aujourd'hui, on est quasiment à 110 000. Voilà. Comment ça s'est abordé ? Est-ce que ça a été un choix facile ? Est-ce que c'était difficile ? Comment l'a vécu la mairie ? Parce que c'est aussi, on passe de 2 jours de festival à 4. En termes de logistique aussi, j'imagine que c'est pas du tout pareil. Donc, est-ce que tu peux faire un petit peu un bilan de ça ? Alors, il y a un côté un peu foufou, se dire on fait 3 jours. En fait, 2009-2010, on est sur 2 jours. 2011, on est déjà sur 3 jours. Et 2014, on est sur 4 jours. Donc c'est vrai que c'est une évolution vraiment forte. Alors d'un côté, il y a le public quand même, parce que le public était là et donc on voyait qu'il y avait une possibilité, une attente. Mais très honnêtement, rajouter des jours, c'était avant tout une raison économique. Parce que faire le montage de tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a pu voir à l'écran,
amener les scènes, les chapiteaux, passer l'électricité, parce qu'il faut voir on arrive sur un parc, il faut tout mettre. En fait, on crée un village, c'est une mini-ville. On a besoin on a besoin de sanitaire, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de Wi-Fi. Donc il faut passer tout ça. C'est 3 semaines de montage, c'est très coûteux. Et au bout du compte, tu te rends compte que garder tout ça une journée de plus te coûte très peu. Parce que ce qui est cher, c'est tout le montage. Mais te dire, on reste encore le dimanche, on fait le jour qu'on avait au début, c'était vendredi, samedi. Donc après, c'était vendredi, samedi, dimanche. Rajouter le dimanche, c'était pas forcément cher. En gros, ce qui nous restait, c'était les cachets des artistes et les techniciens, la sécurité, etc. Mais le coût du lieu, de tout ce qu'on a monté, c'était déjà amorti. Et donc, ça nous a permis de mieux amortir l'ensemble du festival en rajoutant des jours. Et quand on est passé en 2014, à 4 jours en 2014, en 2013, on perd énormément d'argent pour plein de raisons, même si on fait quand même un bon score. Le prix moyen a chuté parce que les gens ont pris beaucoup plus de 3 jours. Et quand ça peut paraître bête, mais quand tu commences à avoir 50 ou 60% de ton public qui prend des 3 jours, et nous, on n'a jamais limité les 3 jours. C'est-à-dire que tant qu'il reste chaque jour de la place, on laisse les possibilités au public de prendre 3 jours. Mais un 3 jours, c'est moins cher que si tu prends 3 fois un jour. Et donc, le prix moyen a vraiment chuté. Et on avait chuté, je crois, de 5 euros. Et 5 euros, quand tu multiplies par 50 000 personnes, ça te fait 250 000 euros de perte sur tes prévisions. Et donc, en fait, on a perdu beaucoup. Et on s'est posé la question de comment faire. On a failli ne plus le faire en 2014. Et nous, au lieu de se dire, on va diminuer, on va mettre des scènes moins jolies, on va demander plus à nos salariés, on va peut-être pas faire ce truc-là, etc. Nous, on s'est dit, on met bouchée double. C'est-à-dire que c'était un gros pari. C'est-à-dire que là où on doit économiser, nous, on s'est dit, on dépense plus pour rajouter une 4e journée. On avait raison parce qu'on avait la 4e journée, on a fait ce qu'on appelait un before, c'est-à-dire qu'on a fait le jeudi avec Stromae. Et Stromae avait vraiment explosé. Stromae, on l'avait déjà fait en 2012. Et on fait donc juste lui avec 2 groupes devant et on fait complet ce jour-là. C'était notre premier complet à Beauregard. Et ce 4e jour a totalement sauvé les 3 autres et nous a permis de gagner. Et donc après, on s'est dit que 5 jours, ce ne serait pas possible parce que là, il faudrait vraiment prendre beaucoup de Red Bull pour moi comme les festivaliers pour y arriver. Et puis 5 jours, c'est vraiment beaucoup. Donc, mais 4 jours, financièrement, c'est la meilleure façon d'amortir notre coût parce que à Beauregard, on fait des choses belles. On a beaucoup de déco, on a beaucoup de budget. Les structures sont très qualitatives. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc voilà, pour amortir tout ça, 4 jours, c'est le meilleur des formules. Du coup, augmenter les jours, est-ce que vous êtes posé la question peut-être c'est d'être compliqué au niveau de chercher une programmation toujours aussi qualitative pour étendre comme ça les jours et du coup avoir une bonne programmation à suivre encore? Alors, c'est vrai que des fois, il y a des années, en termes de programmation, il y a moins de groupes qui tournent, c'est plus difficile et on va dire que tu rames quand même à trouver des artistes. Bon, c'est clair, plus le groupe est connu, moins il y en a. Plus tu tapes dans les têtes d'affiche, moins il y en a. Plus tu descends, plus il y en a. Et quand tu fais la programmation, la plupart du temps, ce que tu essaies de caler avant tout, c'est tes têtes d'affiche. Au moins avoir tes têtes d'affiche chaque jour. Le reste des groupes, il y en a... sur un slot, je pourrais avoir 10 groupes, quoi. C'est vraiment... Mais par contre, sur un slot de tête d'affiche, c'est difficile d'en avoir 2, quoi. C'est très très difficile. Donc en plus, la concurrence, elle est très forte. Sur Beauregard, on est sur une concurrence à l'international. La concurrence, elle n'est pas que sur un périmètre de 200 km. Un Werchter en Belgique est concurrentiel. Le festival Open Air en Pologne, sur le même date que nous, est très concurrentiel aussi. Parce que voilà, les têtes d'affiche internationales tournent en Europe sur cette période-là. Et eux, qu'ils aillent en Pologne, en Espagne, en France ou
ou en Italie, ils s'en foutent. Ils vont aller là où il y a la meilleure offre financière. Hein. Donc c'est vrai que on est sur, en plus, le premier week-end de juillet, qui est sûrement le week-end le plus chargé en termes d'événements musicaux. Donc voilà. Mais honnêtement, là, si je prends le cas de l'année prochaine, je pense que je serais même capable de remplir une 5e journée. On a la chance, par exemple, voilà, 2020, il y a pas mal de choses qui tournent, et donc c'est plutôt intéressant. Et Beauregard a une renommée aussi qui fait que les artistes ont plutôt envie de venir. En fait, un artiste va choisir. Il y a 3 raisons pour lesquelles un artiste va décider de venir ou pas sur ton événement, à partir du moment où il est disponible, bien sûr, et qu'il est en tournée. La première raison, elle est évidente, c'est l'argent. Hein, c'est ce que tu vas ce qu'il va prendre comme chèque en arrivant à Beauregard ou dans tel autre festival. La deuxième raison, c'est où il va jouer, c'est-à-dire c'est quoi le festival. Est-ce que c'est un festival qui a une bonne réputation ? Qu'est-ce qu'en pensent les agents ? Est-ce qu'on y mange bien ? Est-ce qu'on est bien accueilli ? Est-ce que la technique est là ? Voilà, c'est la renommée du festival. Et ça, honnêtement, on est plutôt au top à Beauregard. Et donc, les artistes ont plutôt envie de venir. Et la troisième raison, c'est avec qui je vais jouer. Ça peut paraître bête, hein, mais si tu fais un groupe inter qui est quand même bien connu ici, mais les inters vont faire 3 ou 4 festivals en France, donc ils ont l'embarras du choix. Mais si derrière tu le fais jouer avec même des trucs hyper connus, hein, imaginons un inter, on va le faire jouer avec L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Angèle, Philippe Catherine, etc. Imaginons que des Français. Un Américain, il connaît aucun de ces groupes-là. Et donc il va dire, mais non, mais moi j'ai rien à faire là, je les connais pas ces trucs-là, je vais pas jouer dans un festival où à côté de moi il n'y a pas des groupes que je connais qui sont équivalents, etc. Donc il peut aussi refuser de venir parce que l'affiche, ça ne l'excite pas plus que ça. Et on aura beau dire, si, ça c'est connu, etc., c'est bien, hein, et il va pas venir. Ou des fois, il y a ce groupe-là, je le déteste, jamais je jouerai le même jour que ce groupe-là. Donc ça peut, voilà les 3 raisons pour lesquelles un groupe peut venir ou pas venir. Et du coup, est-ce que tu as déjà réussi entre guillemets, à faire des compromis ? Par exemple, là tu disais, moi j'accepte pas de jouer ce jour-là. Est-ce que tu arrives à avoir cette chance de pouvoir moduler un petit peu du coup sur tes 4 jours, de dire, écoute, si tu joues tel jour, tu le vois pas, ou alors de dire, ok, moi je veux vraiment que tu viennes, qui je dois faire venir pour que tu viennes toi ? Enfin, est-ce que alors, ça t'arrive de devoir faire ça ? Tu peux te dire que tu sais qu'en mettant ce groupe-là, ce jour-là, peut-être que la tête d'affiche sera sensible à l'affiche que tu vas faire. Et effectivement, des fois, ça peut m'orienter sur ma prog. Après, en fonction de l'avancement de la programmation, s'il ne peut pas le jeudi et que j'ai encore de la place sur le vendredi, je vais lui dire allons-y sur le vendredi. Mais le problème, c'est que là, tu sais pas. Par exemple, là, à l'état actuel de la prog de 2020, je suis incapable de changer une tête d'affiche sur un autre jour parce que le jour d'avant, j'ai une autre offre sur une autre tête d'affiche. Donc, des fois, c'est difficile à bouger. Et des fois, donc, on te confirme pas parce que tu peux pas changer et t'as pas d'autre choix. Ça arrive aussi. Alors, pour vous aider déjà sur un groupe, la direction d'un groupe, c'est très pyramidal. C'est-à-dire que tout en haut, il y a le groupe. En dessous d'eux, il y a le manager du groupe. Le manager, il faut savoir que le groupe, on ne discute jamais avec, on ne le voit pas, on ne discute pas, on n'a pas les téléphones d'un tel ou d'un tel, jamais de la vie. Donc, c'est le manager qui choisit. Le manager, c'est un peu le représentant du groupe, c'est un peu l'avocat du groupe. C'est lui qui va négocier les contrats, c'est lui qui va négocier tout le business du groupe. La marque Renault veut prendre
la musique du groupe pour sa prochaine pub. C'est le manager qui va négocier le contrat avec Renault et la maison de disques en disant s'ils veulent prendre le morceau, c'est ça. Et après, le manager, il remonte au groupe et il va dire, voilà, il y a Renault qui veut, pour sa nouvelle capture, mettre ton morceau. Et ils sont prêts à raquer autant. Et bien sûr, au final, c'est toujours le groupe qui choisit. Donc, le groupe, le manager. En dessous du manager, il y a l'agent. L'agent, c'est celui qui va avoir dans son catalogue l'artiste et qui va aussi travailler sur la tournée à l'international. C'est-à-dire qu'un agent, c'est comme c'est une agence, hein, comme un comédien, etc. Les comédiens sont dans des agences. Il a l'exclusivité de l'artiste et quand il va aller en France, pour ce groupe-là, il va dire, tiens, c'est un groupe rock, en France, je vais faire appel à un tel. Un tel, ça va être un tourneur en France. C'est-à-dire que le tourneur en France, il va avoir l'exclusivité sur le territoire national. L'agent, il a l'exclusivité à l'international. Le manager, c'est le groupe. Et donc, quand le groupe il va décider de tourner, il va faire appel à des tourneurs, un tourneur en Allemagne, un tourneur en France, un tourneur en Espagne. Il va lui dire, écoute, tel groupe va sortir son album, c'est bon, c'est signé, l'album il sort en avril, tournée des festivals cet été, moi je cherche 4 dates en France maximum et il faut que tu me trouves 500 000 € sur ces 4 dates. Après, qu'il y ait une date qui paye 100 et l'autre 200, je m'en fous, je veux 500 000 € à la fin sur la table. Donc il va demander ça dans tous les pays, à tous les représentants qu'il connaît dans les pays. Donc ces tourneurs-là, ils vont m'appeler, ils vont dire, tiens Paul, il y a Métronomie, ça y est, ils vont sortir leur album. Ils aimeraient bien passer à Beauregard, on dit toujours ça, hein, c'est une bonne introduction. Et est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu peux me faire une offre, etc. Donc ils vont appeler tous les festivals. Moi je vais me dire, tiens, Métronomie, pourquoi pas, c'est cool. Mais bon, je les ai déjà fait 2 fois, est-ce que ça vaut le coup de les faire une 3e fois? Je me suis réellement posé la question, c'est pour ça qu'il n'y aura pas Métronomie en 2020, mais je me suis posé la question. Mais si j'avais accepté, je lui aurais dit, écoute, ouais, moi je suis d'accord, je vais mettre tant d'argent, imaginons 120 000 € sur Métronomie. Je te propose, alors ça va faire mon offre, hein, je vais lui écrire, je te propose pour Métronomie à Beauregard le 3 juillet sur la scène Beauregard. Je vais leur donner l'heure à laquelle je veux qu'ils passent, 22h30 à 23h30. Je vais leur dire les exclusivités. Je veux dire, par contre, si j'ai Métronomie et si tu me le confies, je veux pas qu'il joue là, je veux pas qu'il joue là, je veux pas qu'il joue là. Je veux bien mettre 120 000 € sur Métronomie, mais par contre, s'il joue à 50 bornes de mon festival, ça va pas me faire rire. Donc, je vais mettre aussi une zone d'exclusivité. Donc, toute l'offre, elle va être faite comme ça et je vais lui envoyer. Le tourneur, il va récolter toutes les offres des festivals qui veulent bien de Métronomie l'été prochain. Il va le remonter à l'agence. L'agence, elle va prendre toutes les offres de France, toutes les offres d'Allemagne, toutes les offres d'Italie, etc. Et là, elle va regarder un peu. Tiens, début juillet, ah ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a Beauregard, il y a les Eurocaines, il y a Main Square. 3 gros festivals sur le même week-end, ils sont tous OK. Il y en a qui m'ont donné ça. Je vais commencer l'Europe par la France. Et puis, tiens, le week-end d'après, l'Allemagne est plutôt pas mal. Et donc, il va faire son itinéraire, il va faire son routing. Et une fois qu'il a fait son routing, il va le faire monter au manager. Et il va dire, voilà. Alors, l'agence, il va dire, on commence par la France, on suit par l'Allemagne, là, il y a une date en Italie. Après, il y a une date en Espagne, mais il faut la faire, c'est un très gros festival, il paye beaucoup, etc. Le manager va étudier, va regarder si les clauses sont respectées, s'il a assez d'argent. S'il trouve que c'est pas mal, il va le montrer au groupe. Et il va dire au groupe, voilà ce que je vous propose cet été. Et le groupe va dire oui ou non. Donc c'est un peu complexe, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. On arrive à peu près à la moitié de la conférence, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le budget prog de Beauregard, c'est il faut vraiment qu'au maxi, je sois 600-620. L'idéal, c'est 500-550 000 € par jour de budget artistique. 620, c'est vraiment au taquet. Il faut que je sois sûr de mon coup, quoi. Ouais. Alors, ça peut
Je peux des fois faire plusieurs offres, mais pas sur des têtes d'affiche. Parce que le problème, c'est que l'offre, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Tu peux plus revenir en arrière. C'est fini. C'est comme ça a beau être qu'un mail. Il n'y a rien de signé de ma part, etc. C'est juste un mail de ma part. Mais c'est lancé, je reviens plus dessus. La seule manière de revenir, c'est à un moment donné, alors on laisse des délais qui semblent raisonnables. On va leur laisser un mois et demi. Ça dépend à quelle période je la mets. Et à un moment donné, s'ils ne reviennent pas vers moi, je peux dire, bon écoute, je te mets une deadline, c'est-à-dire vendredi prochain, tu as une semaine, vendredi prochain à midi. Si tu ne m'as pas confirmé, mon offre n'est plus valable. Et là, c'est la seule manière pour moi de ressortir de mon offre et de faire une offre à côté. Donc si je fais 2 offres en même temps et que les 2 confirment, alors là, je suis très mal parce que mon budget, justement, à 600 000 va exploser et je ne saurais pas comment faire. Alors, la programmation, elle s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on nous parle, à l'heure actuelle, c'est la première fois quand même qu'on me le fait, mais à l'heure actuelle, on m'a déjà parlé d'un artiste possible en 2021 et savoir si je voulais me positionner. Donc, ça m'arrive de faire des offres plus d'1 an à l'avance. C'est-à-dire que le festival n'est pas encore passé, que je suis déjà en train de faire des offres sur le festival d'après. Ça m'arrive. Bien sûr, uniquement sur les têtes d'affiche. Je n'irai pas m'aventurer sur... Au contraire, il faut plutôt attendre. Ça nous est arrivé d'avoir des artistes qu'on a calés pas mal de temps avance. Et puis entre-temps, ça a explosé. C'est génial. Il y en a plus d'un comme ça, Eddie De Pretto, quand je l'avais payé une misère. Quand c'est arrivé sur le festival, c'était quasi une tête d'affiche. Et c'était plutôt financièrement très intéressant parce que tu as acté quelque chose. Alors là, par contre, ils reviennent vers toi en disant ce serait quand même cool si tu pouvais faire un effort. Parce que là, tu l'as payé vraiment pas cher. Mais bon, ça c'est à toi d'être gentil ou pas gentil. Mais donc la programmation, elle s'arrête jamais. Tu es toujours dessus, même plus d'1 an à l'avance. Sur les désistements, on n'en a pas eu tant que ça. Et heureusement, on n'en a pas eu sur des têtes d'affiche. Cette année, on a eu Snow Patrol. Tous les tourneurs, justement, qui sont en train de se réveiller au moment, je les ai tous appelés ce matin. Et ils ont décidé de m'appeler maintenant. Snow Patrol, t'as vu, il y a eu le certificat médical, ils ont annulé toute leur tournée, le mec a été hospitalisé, il a eu un gros problème. Bon, là, c'est cas de force majeure, le groupe te doit rien, tu dois rien au groupe, ça fait partie contractuellement, tu peux rien. Après, un groupe qui ne viendrait pas à Beauregard sans raison valable, là, ils me doivent le cacher. C'est-à-dire que je peux aller assez loin, même en procès, et je gagnerai parce que... mais il ne faut pas se leurrer, un artiste trouvera toujours un médecin gentil qui fera un certificat médical et qui fera que ton concert sera annulé et tu n'auras pas d'indemnisation. On a tous des médecins sympas quand même, non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? Non, et je vais enchaîner un petit peu aussi effectivement sur l'aspect financier. J'avais relevé le chiffre du coup de 5,5 millions d'euros en budget global, avec seulement 3% de subvention. Je pense que c'est important de le noter, et puis peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer un peu aussi alors je ne sais pas si c'est un choix ou si ça s'impose au festival, mais comment tu fonctionnes du coup pour avoir ce budget-là. Et je vais en profiter, je vais mettre aussi ça ici, le choix de faire de la prévente de passes avant même l'annonce des programmations. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'avoir une rentrée d'argent en amont, de t'assurer parfois aussi du bon fonctionnement du festival, parce que c'est aussi un indicateur quand les gens ils commencent à dire écoute, les premières places, les préventes, c'est maintenant, il faut qu'on les prenne dès maintenant. Oui, mais on ne sait pas qui y a. Oui, mais c'est pas grave, c'est tout le temps bien.
Est-ce que ça rentre aussi dans une partie, tu le mets plutôt dans une partie communication ou plus dans une partie économique où toi ça te permet d'avoir un petit peu le pouls du festival avant même que ça commence? Alors, première question. Alors effectivement, on est sur un budget de plus de 5 millions sur Beauregard. Ça va entre 5 et 6, ça dépend essentiellement du budget artistique qui va faire la différence. Et 3% de subventions. Alors il faut savoir que les subventions, il y en a de moins en moins. Et donc, on va dire que Beauregard, c'est pas une énorme exception à la règle. Après, il y a des petits festivals qui sont un peu plus subventionnés. Et puis des gros festivals comme les Transmusicales, Printemps de Bourges, etc., qui sont très institutionnalisés et qui ont des subventions assez conséquentes et qui peuvent aller jusqu'à 20-25% du budget. Moi, quand j'ai lancé Beauregard, j'étais déjà directeur d'une salle. Je connais à peu près les contraintes pour avoir des subventions de la région, du département, de la ville, etc. Donc je savais que ça allait être très dur. Et donc très très vite, dès la première édition, on savait qu'il allait chercher l'argent chez le privé. Donc c'est ce qu'on a fait. En 2009, on arrive à avoir à peu près 35-40 000 euros de partenaires privés sur un budget de 900 000. Ce qui n'est pas énorme, mais pour une première, c'était déjà ça. Désormais, on est monté à plus d'1 million d'euros maintenant de partenaires privés. Ça veut dire que le privé est quasi la deuxième ressource du festival, après la billetterie. Donc les subventions, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, en tout cas dans les musiques, peut-être que dans les événements sportifs, c'est peut-être un peu plus facile, c'est pas les mêmes ministères, etc. Il y a peut-être d'autres modalités, ça je ne connais pas beaucoup. Je pense que si on prend l'Open de tennis de Caen, que je connais un peu plus, ils doivent avoir un peu plus de subventions que ça proportionnellement. Mais même à l'Open de tennis de Caen, le sponsoring est très très important, le sponsoring ou le mécénat. Heureusement, le mécénat a failli être remis en cause la semaine dernière. Mais c'est bon, ça existe toujours en France, et heureusement que ça existe en France, parce qu'autrement, ce serait compliqué. Donc, et en même temps, ça te donne une indépendance qui est assez sympathique. Plus tu as des subventions, plus tu es dépendant des politiques. Et vous savez que les politiques, ça change très souvent. Vous pouvez avoir un changement de président de région rapidement. L'année prochaine, c'est les municipales. Par exemple, je pourrais être très inquiet, moi, perso, sur les municipales d'Hérouville. Parce que je me dis, si mon maire, il repasse pas, est-ce que le nouveau maire, il voudra bien de Beauregard? Mais étant donné qu'il me donne quasi rien, si demain il me disait Paul, ton festival, soit tu me fais Yvette Horner, soit je te retire ta subvention, je lui dirais retire ma subvention. Ça nous permet d'être moins dépendant des politiques, et ça c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de festivals qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils étaient à 30-35% d'une seule collectivité, et quand vous perdez 35% de votre budget, parce que d'un coup on a décidé de vous le retirer, vous n'avez plus qu'à arrêter votre festival. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après je dirais pas non à ce qui me donne un peu plus d'argent, et en même temps Beauregard, ça fait 2 années de suite qui fonctionne bien. Nous, notre objectif perso, c'était toujours d'avoir au moins 10% du budget de Beauregard en fonds de roulement comptablement, c'est-à-dire avoir clairement 500 000 euros de côté pour faire face à une grosse perte sur Beauregard. 10%, c'est souvent ce qu'on peut perdre au maximum. Ce qu'un comptable va te dire que ton événement, s'il est plus que 15% du déficit, si tu perds plus de 15% de ton budget, faut vraiment revoir tout, parce que tu as un gros problème dans ton événementiel. Soit il ne marche pas du tout, soit il coûte trop cher, mais il faut que tu revoies. 10%, on va dire que c'est une bonne réserve. Nous, on a déjà perdu 380 000 euros sur une édition de Beauregard, donc on sait ce que c'est. Et on se dit, ça y est, on a notre fonds de roulement. Donc après, si 2020, je refais une très bonne édition, je serais même d'avis de dire,
si les collectivités, le service public ne veut plus subventionner Beauregard parce que tout va bien, je dirais oui, au fait, c'est vrai. Je demande, des subventions, c'est pour t'aider. Si à un moment donné, tu es rentable, je préfère que les subventions, ils aillent sur un autre festival qui a plus besoin. Voilà. Je rebondis un peu avant qu'on passe sur l'histoire des passes. 3% de subventions publiques, j'imagine monétaires. Je pense qu'il y a quand même une aide technique de la part de la mairie d'Hérouville. Je sais que vous aviez eu une année un peu galère avec l'année de la pluie, où justement il y avait eu pas mal d'aides apportées. Est-ce que tu as toujours cette aide technique? Est-ce que tu as quand même un peu d'aide à ce niveau-là? Alors tout comme dans mon équipe, on a embauché des gens, etc. C'est vrai que maintenant, on demande de moins en moins à la ville. Il y a toujours du personnel de la ville qui est présent, qui nous aide, du matériel de la ville qui nous est prêté, le site qui nous est prêté également. On a par exemple des électriciens d'astreinte parce que les bâtiments sont à la ville, donc c'est normalement aux électriciens de la ville d'intervenir dessus. Mais plus le festival année après année agrandit, plus aussi nous, nos équipes, on a maintenant nos équipes d'électriciens, nos équipes de plombiers, etc. Et donc la ville vient un peu en appui, mais ce que la ville nous mettait à disposition il y a encore 5-6 ans et ce qu'elle nous met à disposition maintenant, c'est beaucoup moins. Mais en même temps, c'est normal parce qu'eux aussi, ils me disent que les agents de la ville, pendant l'été, il faut aussi qu'ils refassent les écoles, qu'ils fassent les réparations. Ils ont d'autres choses à faire. Et donc, voilà, on a maintenant un compromis qui fonctionne très bien avec la ville. Mais effectivement, on a également de la valorisation de personnel et un peu de valorisation de matériel de la ville d'Hérouville. Alors, sur le site, on est sous une convention avec eux. Voilà. Alors après, honnêtement, je leur fais pas perdre une fortune, tu vois. Même si je devais louer le site, ça serait pas non plus une fortune. Mais bon, là, par contre, je considère que c'est bien qu'une municipalité te loue pas le lieu dans lequel il y a un événement qui donne quand même beaucoup de retombées, qui donne beaucoup de retombées à la ville, etc. Même des retombées économiques importantes. Donc au minimum, quand même, la municipalité dans laquelle a lieu votre événement, il faut au moins qu'elle vous prête le lieu, quoi. Parce que si elle commence à vous le louer, c'est un mauvais départ pour votre événement. Il faudra vite trouver un autre endroit. Donc voilà, mais oui. Alors pour les passes qui ont démarré ce matin et qui sont partis en quelques minutes, on est super contents. C'est vrai que dès la deuxième édition, on a eu cette idée parce que on avait perdu un peu d'argent la première édition. Et la deuxième édition, il faut un peu de fonds financiers. Hein. Vous savez que les groupes, il faut leur payer des acomptes la plupart du temps avant de pouvoir annoncer la venue de tel groupe. Il faut leur payer un acompte pour valider définitivement le contrat. Et donc, il y a quand même des coûts non négligeables qu'on doit supporter très rapidement à l'automne. Et puisque on avait perdu un peu d'argent, on n'avait pas forcément le montant financier, on s'est dit il faut qu'on arrive à vendre des billets. Et donc là, nous est venue l'idée de faire une OP-Fan, c'est-à-dire une offre tarifaire très, très avantageuse, mais sans nom, sans groupe. On l'a lancée donc en 2010, elle a cartonné. Et je crois que c'était 500 places ou 600 places, sans annoncer un nom. C'était très fort pour nous, pour une deuxième édition. Et donc, ça nous a permis d'avoir des rentrées d'argent et de payer les acomptes des groupes et de pouvoir annoncer et continuer à avancer. Et donc, on a continué ça. Et la raison est la même quand même, c'est bien. Et en même temps, ça fait pas, en termes de com, c'est vachement bien parce que un festival, ça dure que 2, 3 ou 4 jours dans l'année. Donc c'est ridicule. Et ce qu'il faut arriver, c'est qu'on parle de Beauregard tout le temps, pendant un an. Il faut que les gens ils aient Beauregard dans la tête. Donc le film Souvenir que je vous ai passé, qu'on a diffusé à la rentrée, c'est sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un truc. Hey, souviens-toi, tu étais à Beauregard l'année dernière, regarde, j'espère que tu auras envie de revenir l'année prochaine. Il faut que tu trouves des éléments de com. Il faut que tu trouves des éléments de com vraiment
fort tout au long de l'année. Donc nous, il y a ça. Après, il y a un événement avec nos partenaires qu'on fait où on fait un bilan. Donc ça apporte des articles de presse puisqu'on fait un bilan un peu sur tout l'événementiel, ce qu'on a fait, la partie écolo, etc. Donc ça encore des articles de presse. L'OPFan, encore des articles de presse. Ça y est, on reparle. Et puis très vite derrière, on va annoncer les premiers noms. Et là, naturellement, le buzz va continuer. Et on va être... à partir d'octobre, l'idée, c'est qu'il se passe toujours au minimum 2-3 choses dans le mois pour que on le fasse. Par exemple, nous, on a décidé de sponsoriser le 4L Trophy. Ça doit parler à certains d'entre vous. Donc, il y a des étudiants qui sont venus nous voir en disant bah voilà, on aimerait bien que la 4L soit chartée John, Festival Beauregard, etc. Donc on a financé leur projet. Ils vont partir au Maroc, je crois que c'est en février ou mars, le 4L Trophy. Et nous, on va leur donner des bobs de Beauregard, des t-shirts, etc. Ils vont nous envoyer des photos et on va faire jouer nos réseaux sociaux, Instagram, sur Insta, les gens vont pouvoir suivre la 4L de John qui va déposer des fournitures scolaires au Maroc. Donc c'est ça qui est cool, ça n'a rien à voir avec de la musique, mais par contre c'est du buzz pour nos réseaux sociaux. Et donc il y a un côté qui est cool, humanitaire. De l'autre côté, on aide un projet étudiant, c'est cool aussi. Et 3, on continuera à parler, on aura quelque chose à dire sur des périodes février-mars qui ne sont pas encore très fortes pour nous. Du coup, je vais passer une dernière question rapidement sur un aspect économique aussi, et puis après je redonnerai la parole à Raph pour conclure. Le dernier point que je voulais aborder, c'était le choix du cashless. On voit beaucoup de festivals qui commencent à s'y mettre. Je voulais savoir comment on en arrive à décider de passer au cashless. J'imagine que ça a beaucoup d'avantages au niveau du temps d'attente pour les règlements, des pertes d'objets pour les festivaliers, mais c'est peut-être aussi un moyen de faire consommer un peu plus sur le festival. Et puis le cashless, il me semble qu'à la fin, si tu ne réclames pas ton argent qui te reste dessus, ça va à l'organisation. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, on va dire que maintenant tous les festivals y sont. Je pense. Moi, je crois que, des gros événements, il y a quasi plus de festivals qui n'a pas franchi le pas. On a des gros problèmes de gestion de flux sur un festival. Vous imaginez que sur 33 hectares, les nombres de bars, de trucs que j'ai sur l'événement, si je devais mettre encaisser du cash, des cartes bleues, etc. sur place. C'est en termes de risque, plus il y a de points d'argent, plus il y a des risques d'en perdre, de vol, de perte, etc. Donc c'est vrai que le cashless nous permet de centraliser les choses, c'est-à-dire qu'on a une banque et les gens peuvent aussi, via l'application du festival, via le site du festival, ils peuvent précharger leur compte et donc ça nous permet de beaucoup mieux gérer nos flux et d'avoir moins de risques de vol et de perte. Ça, c'est la raison principale pour laquelle on le fait. J'ai connu Beauregard avant le cashless et maintenant, je peux te dire que revenir en arrière, même pour tous les bénévoles qu'on gère, si je leur disais on repasse en cash, ils vont vraiment me faire la gueule. C'est un très bon outil. Alors après, comme dans toute nouveauté, il y a toujours les pendants, et puis il y a toujours aussi les gens qui s'imaginent des choses, qui affabulent. Alors il y en a qui disent ouais, mais regardez, ça fait consommer plus. Je sais pas, moi j'ai ma carte bleue, je paye sans contact. Me dis pas après mon festival ce que j'ai dépensé, je sais pas avec ma carte bleue. Par contre, avec mon cashless, je sais ce que j'ai dépensé. Donc je pense pas que tu dépenses plus parce que tu as une puce autour du bracelet. Ta puce, tu l'as sur ta CB, ta puce, tu l'as dans ta voiture, dans ton téléphone. Bon, moi je pense que ça c'est... je suis pas sûr. Et quand on a interrogé les festivaliers, si on interroge les festivaliers, ils trouvent ça aussi beaucoup plus rassurant. Les parents aussi qui amènent leurs ados, pour eux c'est plus facile de dire à leurs ados
tiens, je t'ai chargé ton truc, tu as ton porte-monnaie autour de ton poignet, plutôt que tiens, je te donne 30 euros, tu les perds pas. Bon. Alors après, ce fameux argent. Alors nous, quand on a lancé la première année sur Beauregard, la plupart du temps, les festivals donnent à peu près une semaine à 15 jours. Mais quand on est en juillet, une semaine à 15 jours, c'est souvent là où tu pars en vacances. Donc tu pars en vacances, t'oublies, t'as la tête ailleurs, etc. Tu reviens des vacances, tu vas sur l'appli, ah bah merde, c'est fini, je peux plus me faire rembourser. Nous, on a mis jusqu'au 15 septembre. Donc en mettant jusqu'au 15 septembre, honnêtement, je vais être très honnête, je crois que j'ai eu 5 ou 6 cas de personnes qui nous ont envoyé un mail en disant ah, je suis revenu, j'ai oublié de me faire rembourser, etc. Et je les ai remboursés. Voilà, tant pis, ils sont arrivés en retard, je peux comprendre. Je les ai remboursés. Mais nous, comptablement, il faut bien qu'on mette une fin à la chose. Parce qu'on ne peut pas laisser... parce que nous, notre prestataire, il faut qu'il nous paye ce qu'il a encaissé. Et donc, à un moment donné, il faut une date butoir pour qu'on clôture nos comptes et qu'ils puissent nous rétrocéder l'argent. Donc ça, en fait, c'est plus des modalités, des contraintes. Par contre, les festivals qui donnent une semaine pour te faire rembourser, moi-même, je me suis fait avoir. Pourtant, je connais bien le truc. Rock en scène, j'ai pas réussi à me faire rembourser. Je suis arrivé trop tard. Mais voilà, je pense qu'en laissant 2 mois, plus de 2 mois aux festivaliers pour se faire rembourser, tu évites déjà pas mal de choses. Et après, bon, bah, effectivement, plus les années passent, moins les gens laissent. Maintenant, les gens, ils comprennent. Avant, souvenez-vous, les gobelets consignés. La première fois que tu mets les gobelets consignés, les gens ils disent ah, c'est quoi ce délire, ma bière elle coûte 4 euros. Non, tu as 1 euro de consigne sur ton gobelet, etc. Ah ouais, alors première année, tu as beaucoup de pédagogie. Deuxième année, tu n'en fais quasi plus. Troisième année, tu as le festivalier qui vient avec son gobelet. Déjà, il a tout prévu. Et voilà, parce que le but du jeu aussi, du gobelet consigné, c'est que même si tu vas à un autre festival, tu peux amener ton gobelet Beauregard. On doit te servir dans ton gobelet. Tu vois, le but du jeu, c'est ça, c'est que on ne soit pas obligé de redonner des nouveaux gobelets tout le temps. Donc, les gens, ils ont vite compris le pourquoi. Et ils ont vite compris que s'ils redonnent leur gobelet, on leur redonne leur consigne, et puis c'est fini. Donc, oui, j'ai oublié de rendre ma consigne. Toutes les consignes qui n'ont pas été retournées, c'est de l'argent que vous avez. Oui, effectivement, mais je ne peux pas aller chercher toutes les personnes qui ont oublié de rendre leur gobelet. Tu vois, c'est impossible pour moi. Donc, il y a des petites rentrées d'argent, c'est vrai, comme ça, mais qu'on essaie de réutiliser intelligemment. Donc, je vais conclure avec 2 petites dernières questions. Donc, pour commencer, quelles sont pour vous les plus grandes difficultés en ce qui concerne le festival ? Je pense particulièrement au transport peut-être des festivaliers, aussi au flux, aux heures d'arrivée pour les flux et voilà, la gestion de tout ça. Et la deuxième question, ce serait vraiment de savoir un peu plus sur sa stratégie marketing de John, savoir qui est John, si vous pouvez nous dire qui c'est, ça nous arrangerait. Alors, les grandes difficultés sur Beauregard, tu l'as dit, c'est vrai qu'on attire beaucoup de monde en même temps. Donc il faut qu'il y ait le moins d'attente possible aux entrées, le moins d'attente au niveau des bars, le moins d'attente au niveau des toilettes, le moins d'attente. Il faut que ton festival il soit parfait. Et ça, c'est pas évident parce que on est sur un parc d'un château. On n'a jamais, ceux qui ont créé le parc de Beauregard, ils se sont pas dit un jour il y aura Beauregard, il y aura un festival. Donc c'est pas comme d'une salle de concert qui a X entrées, X sorties, les parkings, voilà, tout est bien fait. Et encore, il y a beaucoup de salles qui n'ont pas de parking, mais c'est une autre histoire. Donc c'est la gestion des flux. Donc nous, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est vrai qu'on a eu des fois des moments où ça a été compliqué aux entrées. Maintenant, on a vraiment solutionné. On a des très nombreux couloirs. Enfin voilà. À Beauregard, la plupart du temps, t'attends pas, t'attends 10 minutes. C'est vrai que là, cette année, le jeudi, j'étais très surpris parce que moi, ouvrant le jeudi, je me suis dit le jeudi, les gens ils vont arriver tard.
Ils rentrent du boulot, etc. Et au bout du compte, le jeudi, quand on a ouvert, c'est là où on avait eu le plus de monde devant. Donc on a eu un peu plus Et en plus, le premier jour, c'est là où tu remets les bracelets, c'est là où... Enfin, tu as plein de choses au niveau des entrées à gérer à ce moment-là. Donc c'est compliqué. Mais je trouve que les infrastructures qu'on a fait, que ce soit au niveau des bars, au niveau des toilettes, au niveau des entrées, font que... Logiquement, il n'y a plus d'attente et on y arrive bien. Après, attendre une demi-heure à l'entrée d'un festival c'est pas le bout du monde. Hein. Moi, combien de fois, dans des salles de concert, va à un zénith qui est complet, tu vas remettre plus d'une demi-heure et c'est un zénith. Donc, et les Beauregard, nous, c'est l'équivalent de 4 zéniths complets de Caen qu'on met sur une journée. Donc, quand on fait rentrer tout le monde rapidement comme ça va. Et puis après, c'est les effets de masse. C'est toujours là, on peut aller sur un point de vue sécuritaire, tout ça, mais le plus dur, c'est gérer tout ça. C'est vrai que se dire, tu as un parc avec des arbres, de l'herbe, et puis bientôt tu vas accueillir 30 000 personnes, et il va falloir que ces 30 000 personnes puissent boire, et puissent aller aux toilettes, et puissent manger, on puisse gérer les déchets, on puisse, enfin tout ça, c'est quand même assez compliqué à gérer. Et puis John, écoute, on est peut-être un des rares festivals qui communique sur deux choses, qui communique sur Festival Beauregard et qui communique sur John Beauregard. Te dire qui est John serait me trahir moi-même et trahir une sorte de plan de com qu'on n'avait pas pensé, mais qui s'est imposé à nous. C'est-à-dire que voilà. On trouvait que John Beauregard sonnait bien aussi, tu vois. Donc quand on a fait le Facebook, on n'a pas fait Beauregard officiel, on a fait John Beauregard. Et en fait, c'est le public qui s'est accaparé de John. Et quand on a vu la deuxième année, notre affiche c'était I Love John. Quand on a vu les gens avec des cœurs, avec des cartons en disant je t'aime John ou je veux me marier avec toi ou tout ce que tu veux, on trouvait que c'était très beau de voir une communion d'un public avec John. Et donc on a continué à travailler là-dessus. C'est sur nos t-shirts, des bénévoles, c'est la team de John. Tu vois, le film, c'est un film par John, etc. Donc, John répond à la presse, etc. Et donc ça nous permet, nous, de communiquer différemment avec le public. Si tu as quelqu'un qui est un râleur, par exemple, sur Facebook, un gros râleur qui dit « Ah, t'as fait du rock, toujours du rock, je veux du hip-hop, il n'y a que pour les vieux, il n'y a jamais pour les jeunes. » Eh ben, si moi je lui réponds en tant que programmateur, je vais m'en prendre plein la gueule, tu vois, il va continuer à être dans cette mentalité-là. Mais quand John répond, il peut répondre différemment que moi, tu vois. Et donc ça nous permet de répondre, ça nous permet d'avoir un axe de com, de réponse, etc. plutôt très efficace. Oui, c'est sûr. C'est venu assez naturellement au final. Ouais, moi je peux pas, John ne se moque jamais, tu vois, mais John va prendre un second degré. Je peux pas dire, moi en tant que Paul Langeois, ce serait difficile de lui dire ce que lui dit John. Et donc on a deux façons de parler à notre public, une façon très officielle comme je fais là, et puis John qui le fait différemment, à sa manière. Merci beaucoup. On touche à la fin de la conférence. Merci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Alors, le cashless est très facile à mettre en place. Après, le mieux quand même, c'est que la zone sur laquelle tu vas exploiter le cashless soit un maximum couvert par le Wi-Fi. Parce qu'on te vend le cashless en disant c'est offline, ça peut fonctionner offline. Effectivement, si tu n'as pas d'internet et que tu amènes ta puce, c'est ta puce qui va communiquer avec ce qu'on appelle le scan, la douchette. Et ça communique tout seul sans Wi-Fi. Mais par contre, si tu veux recharger ton cashless, si tu veux
soit avoir toutes les données qui sont enregistrées, il faut qu'il y ait du Wi-Fi. Et donc ça a quelques petites contraintes techniques, comme ça, mais et en plus, il faut savoir que on parle de cashless, mais le cashless pour nous, c'est aussi le contrôle d'accès. Par exemple, grâce à ce système-là, je peux dire à une puce qui est sur le bracelet 3-4 jours, que ce bracelet-là, c'est un bracelet 3 jours, que cet autre bracelet, c'est un 4 jours, qu'il a 20 € dessus, donc ça peut faire porte-monnaie, ça peut faire contrôle d'accès, c'est-à-dire que tu peux aussi avoir des vigiles qui lisent ta puce et puis qui te disent non, vous n'avez pas accès à cet endroit-là. Donc ça te multiplie les possibilités en termes de contrôle d'accès, de gestion de tes flux et de porte-monnaie. Donc c'est quand même vraiment maintenant un outil, je pense, très efficace. Et puis, comment dire, le coût et les aspects techniques, tout ça, plus ton événement va être grand, plus ça va être juste proportionnel. Hein, mais même un festival de 500 ou 1000 personnes, si tu veux faire du cashless, c'est possible. Maintenant, même une billetterie, hein, parce que un des leaders en France, c'est WizEvent sur le cashless. WizEvent, tu fais un événement demain dans une salle ici à 200 places, et il peut te donner un accès tout de suite. Tu peux créer ton événement et avec ton propre téléphone, tu peux lire les codes barres de tes places. Donc maintenant, une billetterie, c'est tout bête à faire. Tu n'es même plus obligé de passer par la FNAC, etc. Même un petit événement, ils peuvent te le mettre en place tout seul. Tu peux le paramétrer, tu peux le mettre en vente. Les gens, ils vont sur ce lien, ils éditent leur place. Et toi, ton téléphone pourra lire les codes barres de ces places-là. Donc c'est quand même un outil, on aura du mal à s'en passer. Après, je pense que, bien sûr, c'est le téléphone qui va tout changer. On y est de plus en plus. Mais moi, je dirais que dans 3 ans, le cashless tel qu'on le connaît maintenant ne va plus fonctionner. Ça va être ton téléphone. Grâce à ton téléphone, tu vas payer. Tu auras même le contrôle d'accès avec ton téléphone et tout aura tout. Donc, c'est encore en mutation, mais c'est quand même très efficace. Il a acheté sa place ce matin, c'est pour ça. Alors, un groupe pour un vieux comme moi, effectivement, moi c'est les Cure, c'est la raison pour laquelle je suis à la Rock en Seine cet été, tu vois, c'est pour aller voir les Cure, et honnêtement c'était fabuleux. Moi c'est les Cure et Massive Attack. Voilà. Ouais, ils ont fait la tournée de Mezzanine et... Un groupe qu'on ne verra jamais, soit parce que c'est trop cher, soit parce que t'aimes pas. Ou soit ils sont morts. Il y en a eu, ouais. Écoute, tu sais, on a eu Dépêche Mode, donc on sait qu'on est capable d'eux. Maintenant, pour te donner une idée, les groupes, les têtes d'affiche que j'avais il y a encore 4-5 ans et que j'ai payé 200-230 000, ces mêmes têtes d'affiche coûtent entre 4 et 500 maintenant. C'est-à-dire qu'en 4 ans, ils ont doublé. Alors, c'est plus une évolution des cachets, c'est pire que ça. C'est-à-dire que les groupes, ça veut dire que les groupes qui valaient 1 million il y a 4-5 ans, tout simplement, ils valent 2 millions. Et 2 millions à Beauregard sur une journée, je ne peux pas le mettre. Donc, il y a des groupes comme les Red Hot, que j'adorerais, etc. Les Foo Fighters... Muse, peut-être qu'un jour, je sais pas. Mais Beauregard, on va dire au max du max sur une journée, si tu mets pas d'autres groupes, tu peux mettre peut-être 1 million, 1 million 100.
mais tu vas obligatoirement aussi devoir monter le prix de ta place. Parce que, je vous ai dit, c'est 500 000 à 600 000 € le budget artistique pour qu'une journée soit... Voilà, c'est-à-dire qu'en faisant quasi le complet, on amortit. Mais donc si je mets 2 fois plus, mon prix de billet, je vais devoir le mettre à 68-70 € la place. Ou il faudrait que j'ai plus de place, plus de capacité d'accueil. Les Charrues font Céline Dion. C'est un choix qui m'a surpris, mais c'est un choix. Ils ont eu raison, hein, financièrement ils ont eu raison, puisqu'ils ont tout vendu, mais ils ont pu vendre 55 000 billets. Donc je sais ce qu'ils ont dépensé sur Céline Dion, mais si tu vends 55 000 billets, tu peux le faire. Voilà. Nous, à Beauregard, c'est 25 000 payantes, 25-26 000 payantes, pour aller jusqu'à 30 000 avec les invités, les trucs, etc., nos espaces VIP partenaires. On a 5 offres, ça démarre à 3000, dans les 3600 €, la première offre, et la plus grosse offre, elle doit être à 27 000 €. Alors ça, c'est dans nos packages, et ensuite on a des partenaires nationaux comme Heineken ou Crédit Mutuel qui sont hors cadre de ces offres-là et qui donnent plus que ça. Donc c'est comme dans n'importe quelle offre, hein, plus tu donnes, plus tu as de la visibilité sur les différents supports de com, et plus tu as des places. Tu as des places qu'on appelle sèches, c'est-à-dire une place normale de festivalier, et puis tu as des places VIP qui te donnent accès à un parking et à un espace privilégié. Donc on va dire que, alors j'ai pas de tête, hein, mais à 27, la grosse offre, tu dois être à peut-être 120 places en tout. Tu dois avoir les écrans géants du festival en termes de com. Tu es sur toutes les affiches, tous les supports, etc. La première offre, on doit être à 8 VIP, 12 sèches et de 3 trucs. Voilà. Toutes ces offres-là, elles rentrent dans le cadre de mécénat. Alors, vous devez en entendre parler, hein, mais le mécénat, on n'a pas le droit de donner plus de 25% de ce que nous donne un partenaire. C'est-à-dire que s'ils nous donnent 10 000 €, on ne peut pas leur valoriser plus de 2 500 € en contrepartie. Et la partie visibilité, c'est de la même manière. C'est-à-dire il faut différencier sponsoring et mécénat. Le sponsor, il pourrait prendre un spot sur les écrans vidéo pour dire tout ce qu'il veut, acheter ma nouvelle Peugeot, elle vaut ce prix-là, etc. Ça, c'est de la pub, donc c'est considéré comme sponsoring, c'est recalé, ça ne peut pas être mécénat. Le mécénat, en termes de visibilité, c'est juste le logo. C'est-à-dire qu'on peut dire Peugeot est partenaire et mécène du festival ou partenaire du festival Beauregard. Je ne peux même pas dire Peugeot boulevard d'Étole, parce que là, j'indique le lieu. Et ça, c'est de la pub. Je peux juste dire Peugeot est partenaire de. Donc voilà. Mais le mécénat, c'est vraiment le mécénat sportif, etc. C'est hyper important. Et nous, on a à peu près la moitié de nos offres qui sont dans le cadre de mécénat. Voilà. Et après, alors effectivement, il y a des petites choses en moins. Je trouve qu'il y a beaucoup en plus. Donc tous les ans, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un débriefing, c'est-à-dire que moi je récupère toutes les débriefs de toutes mes équipes, les bénévoles, les responsables bénévoles, etc. Ils me font redescendre, voilà, le parking vélo, comment ça a fonctionné, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les problèmes qu'on a eus, etc. Le camping, les entrées, etc. Tout me redescend, on fait un tableau voilà. On est content quand tout se passe bien, mais on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe pas bien. C'est-à-dire, tiens, là, il y a eu un souci, il a manqué tel truc ou tel truc, il a manqué des effectifs, il a manqué de la sécurité, il a manqué... voilà. Et à partir de là, nous, on commence à répondre à toutes ces problématiques-là. Et de la même manière, je réunis mes équipes rapprochées. Là, on va dire que ça représente une quinzaine de personnes. Toute une journée, on fait une sorte de petit séminaire. Et moi, avec la co-directrice, on leur donne nos orientations. C'est-à-dire que nos choix, au tout début, je parlais du directeur. Ce que fait le directeur, c'est aussi un manager. Mais c'est la personne qui va donner les orientations. Et donc, nous, on a dit, voilà, cette année, voilà ce sur quoi on veut travailler. Donc, par exemple, l'espace VIP, qu'on n'a pas revu depuis 4 ou 5 ans, on s'est dit que cette année, ça allait être aussi une de nos priorités parce que
on ne veut pas aussi que nos partenaires qui nous suivent depuis 10 ans se disent « Ah, ben, je retourne à l'espace VIP, ah, c'est le même espace VIP, ah, c'est le même mobilier, ah, le bar il est au même endroit, ah, il propose les mêmes produits. » On a envie de lui dire « Regarde, on a pensé à toi pour que tu aies envie de repartir encore avec nous pour 10 ans. » Et donc, on veut retravailler l'espace VIP. On veut continuer à travailler la déco. C'est-à-dire que nous, on veut plus... on a un thème Beauregard. Voilà, on a déterminé ce qu'était Beauregard et on veut que toutes les structures qui sont montées sur Beauregard rentrent dans ce thème-là. Donc ça met du temps, hein, mais je ne sais pas si j'ai... je vais essayer d'aller vite sur les... vous voyez, un bar de 2009, en bel temps de Coca-Cola, un super partenaire. Un bar en 2018, c'est un vrai John's Pub avec une déco. À l'intérieur, c'était super beau, avec des lustres, avec une sculpture au milieu, etc. Donc, tous les lieux, on essaie... Alors, c'était le comparatif 2009-2018, donc je vais vous passer. Donc, oui, ça, c'est quand je vous ai dit. Alors, vous voyez... En 2009, le site, c'était juste cette première clairière. On avait les 2 scènes sur la même clairière. Avec la petite scène vraiment qui est... Excusez-moi, je vais... Hop, je vais essayer. Après, en 2010, comme on évoluait, hein, on a utilisé le petit parking qui est en bas, on va le voir. En 2018, on a utilisé les 2 clairières, donc avec 2 scènes, 2 grandes scènes de chaque côté. Et en 2019, on a abattu une haie et on a mis les 2 scènes face à face pour avoir exactement la même capacité. On peut mettre 30 000 devant chaque scène. Donc, ce qui donne toujours beaucoup d'espace de respiration. Si tu veux pas être dans le concert, si tu veux pas être dans le bruit, tu peux aller sur la clairière où la scène joue pas. Et là, tu as pas mal d'infrastructures. Mais voilà, ce que je vous ai dit, c'est tout. J'essaie de passer pour vous montrer les aménagements. Mais nous, on a beaucoup de trucs de décoration. C'est beaucoup de travail. Et dans nos priorités, c'est de continuer les espaces. Ça, c'est les fiches techniques. Je vais vous montrer les photos qui doivent être derrière. Feuille de route des artistes. La scène, les loges, le catering. 2 semaines de démontage. Mais vous voyez, c'est la John Touch. Nous, on essaie de faire des choses un peu différentes. C'est-à-dire que l'espace kids, alors bien sûr, il y a le maquillage qu'on voit à gauche, mais on a travaillé avec la Coding School qui fait... les gamins ont fait de la micro-soudure et ils ont créé leur propre badge lumineux John Beauregard. On a des spectacles avec des artistes de rue on a notre propre compagnie qui fait toujours des superbes animations. On a tout ça, c'est gratuit. On fait des photomatons avec le... on est là aussi pour promouvoir les produits normands avec les huîtres, le cidre de Normandie. Vous voyez l'espace de droite, la serre, là, qui est un super lieu. Vous voyez les décos, les suspensions qu'on met, les noms, tout ça fait qu'on essaie d'avoir des lieux hyper qualitatifs. Ça coûte cher, mais on va dire qu'un de nos objectifs, c'est que les lieux qui n'ont pas encore été décorés, on essaie encore et encore d'en prendre encore plus sous le coude pour la partie décoration. Même le camping, cette année, on a mis un super tipi, on a apporté vraiment du sable, on a fait une plage et on a fait vraiment un vrai truc de volley pour les gars. On a réhabilité le terrain de tennis, il y a le terrain de pétanque. Bon, voilà, ça peut être un camping, on essaie que ça fasse un vrai bel endroit pour nos campeurs. Le point, c'est qu'il y a beaucoup de Canets maintenant qui viennent au camping. Est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard? Non. Bon, super. Merci à tous. Oui, on a vendu nos 4000 billets en 3 minutes.
Et donc là, on est sur l'OPFan 3. Hein. Donc on a fait une OPFan 1, après OPFan 2 qui est plus 10 euros, OPFan 3 qui est plus 10 euros. Et voilà. Et là, les premiers noms d'ici quelques jours, j'espère.